Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 18 mai au Cameroun. Investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'est le thème d'une conférence économique internationale qui s'est ouverte hier matin à Yaoundé. Le but de cette rencontre est de présenter aux entrepreneurs venus d'Afrique mais aussi du reste du monde les opportunités d'investissement au Cameroun. Reportage. 2 jours, c'est le temps que le Cameroun s'est donné pour convaincre les hommes d'affaires, industriels et décideurs financiers venus d'Afrique et du monde sur les opportunités d'investissement dans ce pays. Cette opération de séduction vient du fait que le Cameroun a encore du mal à apparaître aux yeux de certains investisseurs comme un pays où il fait bon entreprendre. Ce ne sont pourtant pas les atouts qui manquent, comme le président Biya l'a rappelé lors de son discours d'ouverture. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun partage 1500 km de frontières avec son voisin, le Nigeria, par ailleurs la plus grande économie du continent. Il s'agit d'examiner l'économie du Cameroun dans ses composantes essentielles, de voir dans quelle mesure le secteur privé peut contribuer à son expansion. Et après cet examen, d'évaluer l'attractivité réelle du pays en vue de son intégration à l'économie globale de manière plus judicieuse et plus bénéfique. Paul Biya a aussi fixé les objectifs de cette rencontre. Au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC, sa façade atlantique, son réseau ferroviaire, ses 3 aéroports internationaux, et ces 50 000 km de route, tout cela en constant développement, favorise sa bonne intégration au commerce régional et mondial. Pour ceux qui craignent que cette rencontre économique internationale Investir au Cameroun ne soit qu'une parmi tant d'autres, le chef de l'État du Cameroun promet que les conclusions de cette rencontre seront prises en compte dans le renforcement de l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Il s'agit aussi de mettre sur pied un espace d'échange direct entre potentiels investisseurs et organismes en charge de la promotion des investissements. Le Portugais José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, dans son discours, a insisté sur la nécessité pour les États africains de créer de véritables marchés régionaux. Partageant son expérience et celle de l'Europe, il a fait savoir qu'aucun pays au monde ne s'est développé en autarcie. Ce que je désire, c'est que ce soit un mouvement régional plus vaste. Je crois que c'est très important la dimension régionale. Regardez ce que nous faisons même en Europe. Nos pays seuls, ils ne peuvent rien faire. C'est avec les autres qu'on peut créer un marché qui est suffisamment attractif pour attirer les investissements et le commerce. L'ancien premier ministre de la République de Corée du Sud, le Dr Chun Un-chang, a quant à lui partagé l'expérience de son pays en dévoilant quelques recettes qui ont permis à la Corée du Sud de passer de pays assisté à pays donateur en moins de 50 ans. Chun Un-chang de préciser qu'il a fallu mettre l'accent sur l'éducation, il a fallu redoubler d'efforts dans le travail et surtout insister sur une croissance inclusive qui prend en compte tous les secteurs de la vie au même moment. Le secteur privé occupe une place de choix dans cette conférence. Pour le président Biya, les pays africains, habitués aux États forts et omniprésents, doivent réussir le pari de laisser de l'espace à l'entreprise, créatrice par essence de richesse. Un des entrepreneurs les plus en vue du continent africain, le Nigérian Tony Elumelu, a porté la voix des entrepreneurs et de l'environnement dans lequel il souhaite investir. Il a rappelé la nécessité d'assainir le climat des affaires avant de préciser que le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans le développement des pays africains et que les États doivent donc faire des efforts afin que l'espace dans lequel ils viennent investir soit sain. Ce mercredi, des ateliers de rencontres sont organisés entre les potentiels investisseurs et les chefs de projet en cours au Cameroun avec un objectif majeur, trouver des financements.
Ouvrons à présent une page justice. Nouvelle comparution du Congolais Jean-Pierre Bemba au tribunal de La Haye, aux Pays-Bas. Après 50 procès interminables, la Cour pénale internationale doit déterminer cette semaine la peine de Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable, on vous le rappelle, de 5 crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Des crimes tous perpétrés entre 2002 et 2003 par sa milice en République centrafricaine. L'ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo est jugé par la CPI en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Hier, lors de l'audience, un témoin anonyme a été entendu et un expert a présenté les répercussions des viols commis par les troupes de M. Bemba. Les nouveaux débats commencés lundi devraient s'achever ce mercredi et permettre de fixer le quantum de la peine de M. Bemba. Les juges auront entendu plusieurs témoins, les réquisitions du ministère public ainsi que les plaidoiries de la défense. Justice encore en Mauritanie à présent. Hier à Nouakchott, la Cour suprême a décidé de libérer 2 militants anti-esclavagistes. Les 2 défenseurs des droits de l'homme, qui étaient condamnés à 2 ans de prison ferme, ont pu sortir de prison parce que la Cour a estimé excessive la peine qui avait été attribuée à ces personnes compte tenu des faits incriminés. La haute juridiction a renvoyé le dossier devant une cour d'appel autrement constituée, sans indication pour le moment sur la date du nouveau procès. En tout cas, les 2 militants avaient dénoncé, on vous le rappelle, la persistance de pratiques d'esclavagisme en Mauritanie, des pratiques pourtant officiellement révolues dans le pays depuis 1981. À noter tout de même que la situation évolue depuis peu. Une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité a été adoptée en août 2015 et en décembre dernier, la Mauritanie s'est dotée de 3 tribunaux spécialisés dans les affaires d'esclavage. Les soutiens étaient nombreux hier devant le palais de justice de Nouakchott pour réclamer la libération des 2 militants. Je vous propose d'écouter ces déclarations de membres de l'organisation non gouvernementale anti-esclavagiste IRA. Comme vous le constatez, les militants et sympathisants sont venus très nombreux attester de leur attachement à nos leaders, attester de leur capacité encore à se mobiliser, à continuer le combat, quel que soit le verdict que nous souhaitons sera en faveur de nos amis, nous continuerons le combat, Inch'Allah. Je crois que nous sommes déjà à plus d'1 an de leur arrestation. Et si Aziz voulait se venger, il l'a fait. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la libération des gens qui n'ont rien fait, des militants des droits de l'homme, des gens, des pacifistes, qui n'ont jamais fait du mal à une mouche et qui ne demandent que des droits, la reconnaissance des droits des Noirs dans leur pays. Un autre procès africain à la une, celui au Kenya des suspects de l'attaque de l'université de Garissa. Rappelez-vous, en avril 2015, des insurgés somaliens Shebab, lourdement armés, prenaient d'assaut cet établissement en faisant 148 morts, dont 142 étudiants. Le procès de 5 de ces hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque a repris hier à Nairobi, un procès qui a véritablement débuté en janvier dernier. Plusieurs témoins du dossier de Garissa ont commencé d'être appelés par le magistrat et le procès doit se poursuivre ce mercredi encore. Si les 4 assaillants de l'attaque meurtrière ont été tués, les 5 accusés à la barre hier sont eux accusés d'implication dans la tuerie. Malgré tout, leurs rôles n'ont pas encore été clairement établis. Les hommes doivent répondre de 162 chefs d'accusation, dont terrorisme et conspiration en vue de commettre un attentat, des actes que nient évidemment les 5 hommes. Nous vous le disions hier dans notre édition du soir Vox News, la séance de questions-réponses au Parlement sud-africain a tourné à l'affrontement hier. Les députés de gauche radicale de l'EFF, les combattants pour la liberté économique dirigés par Julius Malema, en sont venus aux mains avec les agents de la sécurité dans l'hémicycle, et ce après avoir invectivé une nouvelle fois le président Jacob Zuma. Après la bagarre, le leader de l'EFF s'est publiquement exprimé. Julius Malema a tenu à défendre ses députés. Écoutez. Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons. Nous nous battrons à l'intérieur avec des bouteilles d'eau. C'est la seule chose que nous avions. Toute arme à notre disposition, nous allons nous battre avec. Nous n'avons pas peur de défier Zuma et de contester ce Parlement. Ces videurs doivent savoir que s'ils utilisent la violence, nous répondrons par la violence. Nous n'avons pas peur de débattre au Parlement. Zuma ne trouvera jamais la paix dans ce Parlement. Zuma n'est pas un président légitime de la République d'Afrique du Sud. Nous ne pouvons pas être dirigés par un homme qui n'a pas réussi à respecter, défendre et protéger la Constitution. On ne va pas continuer comme d'habitude.
surtout après la Cour constitutionnelle. L'ANC veut clore cette affaire. Il ne sera jamais fermé tant que Zuma ne démissionne pas de la présidence. La seule chose qui apportera la paix ici, c'est une démission de Zuma. À l'international à présent, le prestigieux Festival international du film de Cannes continue de battre son plein en France depuis son ouverture le 11 mai dernier. À 5 jours de sa clôture, John Irving, le réalisateur du film Mandela's Gun, a accordé hier une interview. Le cinéaste est revenu sur le film qui traite de la vie de Nelson Mandela en tant que combattant à travers l'Afrique et où il a échappé à une tentative d'assassinat avant qu'un renseignement d'un espion de la CIA ne conduise à son arrestation en 1962. Écoutez le réalisateur. C'est un révolutionnaire engagé, impétueux, réfléchi, bien éduqué, cultivé. Mais il est en colère et, peut-être à contre-cœur, il décide de prendre les armes contre un régime qui ne connaît aucune pitié. Je pense qu'il est la représentation d'un esprit révolutionnaire et je pense possiblement que cette révolution est inachevée et c'est un bon rappel de l'ampleur du travail qui reste à faire pour accomplir la promesse qui était la base de cette révolution. L'erreur qu'ils ont faite en choisissant le garde du corps ou en l'auditionnant était qu'il était un homme profondément religieux. Et lorsqu'il a fallu passer à l'acte, sa conscience l'a rattrapé. Il ne pouvait pas le faire. Il a imploré son Dieu et a dit « Je ne peux pas le faire ». Et il a fait un rapport aux autorités et bien sûr, on a ensuite demandé aux diplomates et aux autres personnes qui étaient dans la conspiration de quitter le pays. Je pense qu'il y a au moins 3, peut-être 4 vérités substantielles, révélations, appelez-les comme vous voulez, mais évidemment, il y a encore beaucoup de mystères. Et retour en Afrique pour terminer ce flash information. À Madagascar, pas de Fashion Week, pas non plus d'école de stylisme. Pourtant, une nouvelle génération de créatrices de mode malgaches émerge depuis quelques années. Avec beaucoup d'audace et pas mal de système D, ces chefs d'entreprise ambitieuses visent déjà une clientèle internationale. Regardez. Des sacs tendance entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour. Manuela Rakutmang dirige la marque Alizé depuis 3 ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle endémique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Saja Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clips vidéo. Sans entreprise ni employé, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Y a pas, ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style. Donc du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, me démerder, en fait, à employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjatiferan a créé la marque Vice Local en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier où elle emploie 6 personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un container en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums.
Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce 18 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.